Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce vendredi 26 février au Togo où les autorités se mobilisent pour plus de sécurité dans les hôtels. La ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme, ainsi que le ministre de la Sécurité du Togo ont rencontré mardi les responsables d'établissements hôteliers du pays. Les échanges ont porté sur les mesures mais aussi sur les textes qui régissent le système hôtelier togolais, ainsi que les dispositions à mettre en place pour sécuriser aussi bien les clients, le personnel que les populations dans le voisinage de ces hôtels et restaurants. Les ministres exigent des hôtels qu'ils disposent désormais de cahiers de police pour enregistrer leurs clients, ainsi que des vidéosurveillances ou encore autres matériels qui peuvent faciliter la surveillance dans les espaces publics des hôtels, comme par exemple les halls ou encore les couloirs. Je vous propose d'écouter le ministre de la Sécurité du Togo ainsi que la ministre togolaise du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du tourisme. Ils répondaient au micro de notre correspondant sur place, Noël Tadénion. Aujourd'hui, il y a aussi une autre formule. La vidéosurveillance, elle est presque généralisée. Elle est presque généralisée. Je ne connais pas le prix, mais que ça ne coûte plus trop cher. Donc, on vous conseille également, surtout pour les établissements importants, presque pour tous les établissements, d'avoir des caméras avec des enregistreurs. Parce que s'il y a des faits, qu'on puisse remonter. Qui est arrivé, depuis quand, ainsi de suite. L'État essaie de pourvoir à certains établissements des éléments. Mais je ne vais pas vous cacher, on ne peut pas mettre des policiers, des gendarmes devant tous les hôtels du Togo. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Nous nous rendons compte depuis un certain temps que beaucoup d'hôtels ne respectent pas cet état des choses, n'enregistrent pas les clients. Alors que c'est vraiment très primordial, c'est important que chaque responsable, les agents que vous utilisez dans vos hôtels puissent respecter ces tests d'enregistrement des clients. Nous voulons aussi vous exhorter, surtout les restaurateurs, d'être très vigilants dans vos lieux de travail. Aujourd'hui, et avec tout ce que nous voyons dans les autres pays, c'est dans ces lieux publics que se passent souvent des choses désagréables. Nous voulons vous exhorter et vous encourager à prendre des dispositions de sécurité dans ces lieux publics. Suite de la tournée africaine de Ban Ki-moon au Soudan du Sud. Hier, le secrétaire général des Nations Unies est arrivé dans le pays afin de s'entretenir avec le président Salva Kiir. Au cœur de cette rapide visite au Soudan du Sud, la paix dans ce pays meurtri, vous le savez, par plus de 2 ans maintenant de guerre civile. Dans un discours qu'il a prononcé à l'aéroport de Djouba, M. Ban a appelé les acteurs de la crise à faire preuve de responsabilité ainsi qu'à œuvrer à l'application de l'accord de paix qui a été signé le 26 août 2015 entre Salva Kiir et Riek Machar. Un accord qui prévoyait un cessez-le-feu mais aussi un mécanisme de partage du pouvoir. Alors certes, sur ce point, le président sud-soudanais a effectivement réinstallé Riek Machar au poste de vice-président du pays. C'était le 11 février dernier, une fonction qu'il avait d'ailleurs déjà occupée entre 2005 et 2013. Mais en ce qui concerne en revanche la formation d'un gouvernement d'union nationale, eh bien, les discussions semblent elles toujours stériles. Dans son discours d'hier, le secrétaire général des Nations Unies a décrit le cauchemar vécu par les populations du Soudan du Sud depuis l'éclatement de la guerre civile. Je vous propose de l'écouter. Je termine ma visite à Djouba à un moment critique. Avant tout, j'étais venu ici pour souligner l'engagement des Nations Unies envers le processus de paix et le futur du Soudan du Sud. Comme vous le savez, j'ai rencontré son Excellence le président Salva Kiir et j'ai aussi parlé par téléphone cet après-midi avec le docteur Riek Machar. J'ai été profondément ému par mes visites aux étudiants et à ceux touchés par ce conflit insensé. C'est ma 4e visite à Djouba. Le peuple du Soudan du Sud a souffert pendant des décennies d'une guerre civile sanglante. Et pourtant, ces 2 dernières années, le cauchemar est revenu sous forme de vengeance. Meurtres, viols,
des enfants forcés de devenir des soldats, des énormes violations des droits de l'homme et une corruption sans fin. Plus de 2 millions de personnes ont dû fuir leur maison. Quelques 200 000 personnes sont protégées dans nos camps. J'annonce aujourd'hui que les Nations Unies vont dédier 21 millions de dollars de notre fonds central pour la réponse d'urgence au peuple du Soudan du Sud. Ces ressources nécessaires permettront une protection et une aide humanitaire au moment le plus critique. Mais ce geste est loin d'être suffisant. La réponse humanitaire au Soudan du Sud n'est prise en charge qu'à hauteur de 3%. C'est un chiffre très faible, même pour les standards actuels. J'espère que ces fonds en déclencheront beaucoup plus. Le temps perdu signifie des vies perdues. Time lost means lives lost. Dans la partie australe du pays, à présent, le Zimbabwe a pris le contrôle de 2 mines de diamants illégales. Lundi, le ministre des Mines a annoncé en effet cette mesure qui concerne des mines de diamants qui opéraient sans permis, alors que le pays avait ordonné l'année dernière aux extrayants de diamants de se placer sous l'égide d'une seule entité publique, la Zimbabwe Consolidated Diamond Company. Écoutez. C'est une décision qui a pour but d'assurer que personne ne soit autorisé à opérer dans ce pays sans permis. Dans ce cas précis, une autorisation spéciale qui est en règle, payée et valide. Aucune juridiction au monde n'autorisera qui que ce soit à extraire des minéraux avec un permis périmé. Et dans l'Afrique du Sud voisine, un important procès se tient ce vendredi, celui de meurtriers présumés de militants anti-apartheid, des crimes commis il y a près de 33 ans. Ernestina Simelane est la mère de l'une de ces militantes tuées. Sa fille Nokutula a disparu à l'âge de 23 ans, c'était en 1983, et son corps n'a jamais été retrouvé. Ce n'est qu'en 1995, après la chute du régime ségrégationniste de l'apartheid, et grâce à la commission Vérité et Réconciliation, qu'Ernestina a enfin appris que sa fille avait été enlevée puis assassinée par des policiers. Depuis, la famille de Nokutula Simelane se bat pour que justice soit rendue. Cet espoir renaît donc aujourd'hui, jour du début du procès. Pour Desmond Tutu, prix Nobel de la paix et aussi président emblématique de cette commission Vérité et Réconciliation, la décision de poursuivre 4 anciens policiers de l'apartheid pour l'enlèvement et le meurtre de la jeune Nokutula est, je cite, extrêmement significative et historique. La mère de la militante anti-ségrégation, elle, revient sur la douloureuse disparition de sa fille. Elle est impliquée, je le sais. Elle était recherchée par la police. Ils sont même venus ici à la maison nous demandant quand elle allait revenir. À ce moment-là, c'était clair que même au Swaziland, elle faisait partie de la MK, la branche militaire de l'ANC. Elle les aidait. Elle était sur le point d'être diplômée le 15 octobre et elle a disparu en septembre. Un ami de mon mari a appelé très tôt et a demandé à mon mari « As-tu acheté le Sowetan ?» Et mon mari a dit non. Et l'ami a dit « Va l'acheter de suite. Tu verras les journaux, la une des journaux. » Et donc mon mari a été acheter le journal. C'est là qu'on a vu un cadre du MK piégé et tué par la police. Si, je sais. Si je peux avoir la vérité. S'ils sont prêts à dire la vérité et que peut-être on me donne les restes de mon enfant, je pourrai enfin tourner la page. À l'international, à présent, des élections cruciales se déroulent ce vendredi en Iran. Environ 55 millions de personnes sont appelées aux urnes aujourd'hui dans ces toutes premières élections depuis l'accord nucléaire qui a été signé en juillet 2015. Un scrutin à l'enjeu déterminant pour le président modéré Hassan Rouhani qui souhaite renforcer son assise face aux conservateurs du pays. Reportage. Téhéran, à quelques jours d'élections cruciales. Les Iraniens sont appelés à voter vendredi pour renouveler les 290 membres du Parlement et les 88 membres de l'Assemblée des experts, des religieux chargés de nommer et de remplacer au besoin le guide suprême. Pour beaucoup, c'est le changement qui est à l'ordre du jour. En tant que jeune personne habitant dans ce pays, je m'inquiète surtout pour l'emploi et je ne suis pas le seul. Le chômage est le problème principal de notre société.
Notre société a besoin d'être réformée. Ils doivent prendre nos droits en considération, prendre soin des gens, résoudre les problèmes économiques en planifiant et en proposant des idées et des programmes, pas uniquement à coups de slogans. Les élections sont un enjeu déterminant pour le président Hassan Rouhani. L'économie meurtrie du pays peine à se reconstruire après la levée des sanctions le mois dernier grâce à l'accord sur le nucléaire. Et Rouhani fait face aux critiques du Parlement dominé par les conservateurs qui l'accusent d'être trop conciliant avec l'Occident. Les gens attendent de voir si la levée des sanctions va avoir un impact sur leur vie et les conservateurs se servent aussi de cet argument. L'accord nucléaire n'a été conclu qu'il y a quelques mois, mais les conservateurs ont beaucoup misé sur cette question dans leur slogan, en demandant pourquoi rien n'avait changé et pourquoi les choses ne s'étaient pas encore améliorées. L'impasse sur le nucléaire, qui a duré 13 ans, a fait perdre 2/3 de sa valeur à la monnaie iranienne. Le chômage est d'environ 10% dans le pays, mais il s'élève à 25% chez les jeunes. Si Rouhani obtient plus de soutien modéré au Parlement, il devrait pouvoir, d'après les experts, lancer une série de réformes économiques et sociales. Tout ce que le gouvernement a accompli dans le domaine de la politique étrangère risque de partir en fumée si nous n'assistons pas à des progrès économiques en 2016. Mais pour parvenir à la prospérité économique, le gouvernement a besoin d'un Parlement qui soit prêt à coopérer. Et avec ces élections, les réformateurs et les modérés tentent de créer un Parlement en accord avec le gouvernement. La campagne officielle pour les élections a été largement éclipsée par une polémique. Des milliers de candidats n'ont pas été autorisés à se présenter par le conseil dominé par les conservateurs qui supervisent les élections, suscitant des inquiétudes quant au taux de participation des électeurs. Dans la Turquie voisine, nous apprenons la libération de 2 journalistes turcs près d'Istanbul. Can Dündar, le rédacteur en chef du quotidien d'opposition Cumhuriyet, ainsi que Erdem Gül, son chef de bureau à Ankara, avaient été incarcérés pour avoir dénoncé des livraisons d'armes de la Turquie à des rebelles islamistes en Syrie. Leur remise en liberté est intervenue ce vendredi, suite à la dénonciation par la Cour constitutionnelle turque de la violation de leurs droits, ordonnant ainsi la sortie de la prison de Silivri pour ces 2 journalistes. Voilà, c'est la fin de ce Vox Flash du vendredi 26 février. Merci à vous de l'avoir suivi. Je serai ravie de vous retrouver lundi pour votre point quotidien sur l'actualité. D'ici là, passez un très bon week-end sur Vox Africa.